Le 15 octobre 1893, dans les rues noircies de suie du quartier de Whitechapel à Londres, le docteur Edmund Harwick documenta quelque chose qui allait défier les fondements mêmes de la compréhension médicale victorienne. Le garçon avait été amené à son cabinet de Dorset Street, brûlant de fièvre, mais présentant des symptômes qui défiaient tout diagnostic conventionnel. Robert Clark, âgé de 11 ans selon sa mère veuve, gisait se tordant sur la table d'examen, son petit corps se contorsionnant, tandis que des mots s'échappaient de sa bouche dans des langues qui n'avaient rien à faire dans la bouche d'un enfant de l'East End qui ne s'était jamais aventuré au-delà de la Tamise. Des phrases en latin, parfaitement conjuguées, cédèrent de la place à ce que Harwick identifierait plus tard comme du grec ancien. Puis à toute autre chose, quelque chose qui fit vaciller les lampes à gaz et chuter la température dans le cabinet de plusieurs degrés. Mais avant de plonger dans ce cauchemar, laissez un commentaire en bas et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires qui donnent des frissons, appuyez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous voudrez être notifié quand le prochain sortira. Maintenant, commençons. La documentation méticuleuse du docteur Harwick au cours de la semaine suivante allait devenir le dossier médical le plus troublant des archives de l'hôpital de Westminster, bien que peu de gens fussent jamais autorisés à l'examiner. Chaque épisode suivait un schéma prévisible mais de plus en plus inquiétant. La température de Robert grimpait à exactement 104,7 degrés Fahrenheit. Ses pupilles se dilataient jusqu'à ce que le bleu de ses iris disparaisse presque, puis les langues commençaient. Le latin venait toujours en premier, coulant avec l'éloquence d'un érudit classique, décrivant le forum romain dans les moindres détails, jusqu'aux étals spécifiques des marchands près du temple de Vesta et à la manière particulière dont la lumière du soleil frappait le marbre à la 3e heure. Cela, de la part d'un garçon dont la mère confirma qu'il n'avait jamais fréquenté l'école au-delà de l'apprentissage des lettres de base, dont le monde ne s'étendait pas plus loin que les limites crasseuses de Whitechapel. Le grec ancien suivait, homérique dans sa cadence, décrivant des batailles, des navires et des mers sombres, comme le vin, avec une authenticité que le professeur Aldous Blackwood, convoqué en hâte de l'University College de Londres, vérifierait plus tard comme correspondant à d'obscures découvertes archéologiques publiées seulement quelques mois auparavant dans des revues auxquelles l'enfant n'aurait jamais pu avoir accès. Mais c'était la 3e langue qui poussait les collègues du docteur Harwick à se rassembler en nombre croissant devant la chambre du garçon, pressant leurs oreilles contre la porte, mais hésitant à entrer. Les syllabes avaient quelque chose de dissonant, construites à partir de sons que les cordes vocales humaines ne devraient pas produire, à la fois gutturales et mélodieuses, qui donnaient aux autres médecins une douleur aux dents et brouillaient les bords de leur vision. Pendant ces épisodes, les petites mains de Robert bougeaient comme s'il écrivait, et lorsqu'on lui fournissait du papier et de l'encre, il produisait des symboles qui ne ressemblaient à aucune écriture connue, bien qu'ils conservassent une cohérence troublante d'un épisode à l'autre. Entre ces torrents linguistiques, pendant de brefs moments de lucidité qui devenaient progressivement plus courts, Robert parlait avec son accent cockney naturel de « l'endroit gris entre deux », sa voix se réduisant à un murmure qui, néanmoins, portait dans toute la salle. Il le décrivait comme un couloir qui n'existait ni ici ni là, où les messages s'accumulaient comme le brouillard de Londres, épais et suffocant, attendant d'être délivrés par ceux qui avaient le malheur de se trouver capables de traverser. Les murs, disait-il, y étaient faits de murmures, et le sol était composé de tous les mots jamais prononcés par les mourants. Le 22 octobre, 7 médecins avaient été témoins des épisodes de Robert, et la documentation avait atteint 3 volumes reliés en cuir. Le docteur Marcus Thornfield, administrateur en chef de l'hôpital, initialement sceptique au point de suggérer une fraude élaborée, quitta la chambre de Robert
après un épisode particulièrement intense, les mains tremblant si violemment qu'il ne put signer son nom sur le registre d'observation pendant près d'1 heure. Ce qui les dérangeait le plus n'était pas seulement la connaissance impossible qui se déversait de l'enfant, mais la certitude croissante parmi tous les présents que quelque chose utilisait Robert Clark comme un conduit, et qu'à chaque jour qui passait, la frontière entre son monde et cet endroit gris entre deux devenait dangereusement mince. Le transfert à l'hôpital de Westminster, le 28 octobre 1893, nécessita une calèche spécialement préparée, aux fenêtres peintes en noir et doublées d'argent béni, des détails qui n'émergeraient de la correspondance privée du docteur Harwick que des années après sa mort. Le professeur Aldous Blackwood, la plus grande autorité britannique en matière de langue morte et auteur du traité de référence sur les dialectes britanniques pré-saxons, avait initialement abordé le cas avec la curiosité détachée d'un universitaire confronté à une énigme intrigante. Ce détachement dura exactement 43 minutes lors de sa première séance d'observation. L'équipement d'enregistrement qu'il avait emprunté à la Royal Society, un phonographe Edison de pointe modifié pour un enregistrement prolongé, captura 17 minutes des vocalisations de Robert avant que le cylindre de cire ne fonde mystérieusement, bien que la température de la pièce n'ait enregistré qu'à peine 60 degrés Fahrenheit. Ce que Blackwood parvint à transcrire à la main pendant ces séances nécessiterait plus tard la consultation de spécialistes du Caire, de Constantinople et d'un discret monastère au Tibet pour être pleinement compris. Les langues que parlait Robert n'étaient pas simplement anciennes. Certaines n'avaient pas été prononcées par des langues humaines depuis plus de 3000 ans. Blackwood identifia des fragments d'incantations sumériennes antérieures à tout document écrit connu, du linéaire A parfaitement prononcé qui ne serait que partiellement décodé que 70 ans plus tard, et, plus troublant encore, un dialecte qui semblait être un précurseur de toutes les langues indo-européennes, quelque chose qui aurait dû être historiquement impossible à reconstituer. La prononciation du garçon était si précise que lorsque Blackwood la compara à des modèles linguistiques théoriques, elle corrigea des erreurs dans des suppositions académiques qui avaient tenu pendant des décennies. Mais c'est pendant la transcription de ce que Blackwood nomma la langue sans nom que les premières manifestations physiques commencèrent à apparaître sur le corps de Robert. Les marques commencèrent comme de faibles impressions, comme du texte pressé contre la peau de l'intérieur, apparaissant d'abord le long de ses avant-bras lors d'épisodes linguistiques particulièrement intenses. Le docteur Harwick les documenta comme ressemblant initialement à du cunéiforme, mais elles se modifièrent et évoluèrent, devenant plus complexes à chaque manifestation. Le 2 novembre, les marques couvraient la majeure partie du torse de Robert, formant des motifs complexes qui semblaient bouger lorsqu'on les observait de manière périphérique. L'infirmière Catherine Hollowell, assignée aux soins du garçon, témoignerait plus tard qu'elle avait vu les marques former des mots en anglais une fois, épelant les noms de patients décédés à l'hôpital au cours de la décennie précédente, y compris certains dont la mort n'avait pas été consignée dans les registres officiels. Les tentatives de photographie se révélèrent futiles. Chaque plaque photographique exposée en présence de Robert se développait avec d'étranges surimpressions montrant des pièces qui n'existaient pas dans l'architecture de l'hôpital et des silhouettes se tenant derrière le garçon que personne n'avait vu pendant la séance de photographie. Le rapport final du professeur Blackwood, soumis à la Royal Society, mais jamais publié, se concluait par un avertissement qui s'avérerait prophétique. Le garçon n'apprend pas ces langues. Quelque chose qui les a toujours connues parle à travers lui, et à chaque mot transcrit, nous risquons de lui donner une plus grande emprise sur notre monde. Le 5 novembre marqua la transformation du cas de Robert Clark d'une anomalie médicale à quelque chose de bien plus sinistre lorsque le garçon,
lors d'un rare moment de lucidité complète, attrapa le poignet du docteur Harwick avec une force surprenante et murmura « Ils me forcent à porter leur message, docteur, ceux qui ne peuvent plus retraverser. » Ce qui suivit au cours des 72 heures suivantes entraîna l'implication de Scotland Yard et la démission de 3 membres du personnel infirmier qui refusèrent d'entrer dans la chambre du garçon sous aucun prétexte. Robert se mit à parler de sa voix naturelle, mais en délivrant des messages d'une précision impossible, provenant de personnes récemment décédées à travers Londres. Il récita les derniers mots de Margaret Ashford, qui avait péri dans un incendie à Bermondsey 3 jours plus tôt, des mots que seule sa fille, convoquée à Westminster pour vérification, put confirmer. Il fournit l'emplacement de l'argent caché que Thomas Brightwell, mort de consomption depuis 1 semaine, avait dissimulé sous les lattes du plancher de son appartement de Paddington, décrivant la disposition de la pièce avec une précision parfaite, bien qu'il n'eût jamais quitté la salle d'hôpital. Mais ce fut le meurtre de Whitechapel qui amena l'inspecteur James Crenshaw à l'hôpital de Westminster le 8 novembre. Robert avait décrit avec une précision exacte le meurtre d'une femme à Box Row, y compris le motif spécifique des blessures, la position du corps et, de manière cruciale, des objets que le tueur avait pris sur les lieux et qui n'avaient pas été rapportés à la presse. Le garçon parla de sa rencontre avec la victime, Sarah Morse, dans ce qu'il appelait l'endroit gris entre deux, où elle se tenait parmi des milliers d'autres, tous se pressant avec des messages pour les vivants, leurs paroles devenant des choses solides qui s'attachaient à quiconque était capable de les transporter de l'autre côté. Elle lui avait montré ses derniers instants, affirma Robert, non pas par des mots, mais par une sorte de savoir qui se gravait dans son esprit comme une marque au fer rouge. Le rapport ultérieur de l'inspecteur Crenshaw, classé secret immédiatement sur ordre du ministère de l'Intérieur, nota que le garçon avait fourni des détails qui menèrent à des preuves dans une affaire non liée de 1891, des informations que la défunte Sarah Morse n'aurait pu connaître, à moins que les morts ne partagent leurs connaissances dans le royaume auquel Robert accédait. La peur du personnel médical devint palpable lorsque Robert commença à délivrer des messages avant que les décès ne se produisent. Le 10 novembre, il annonça que l'infirmière Mary Whitmore recevrait la nouvelle du décès de son père à Douvres avant l'arrivée du télégramme 6 heures plus tard. Il dit au docteur Thornfield que son collègue à Édimbourg avait succombé à une maladie cardiaque à 3h17 du matin précise, un fait confirmé par télégraphe l'après-midi suivant. Le garçon ne prédisait pas ses morts, insistait-il, lors de ces moments de cohérence de plus en plus rares. Il ne faisait que livrer des messages de ceux qui avaient déjà traversé, mais dont la mort n'avait pas encore été découverte dans le monde physique. Le temps, expliqua-t-il avec des larmes coulant sur ses joues fiévreuses, se déplaçait différemment dans l'endroit gris entre deux, s'écoulant en avant et en arrière comme le brouillard de la Tamise, et ceux qui y étaient piégés pouvaient voir toutes les directions à la fois, essayant sans cesse de tendre la main vers un monde qui ne pouvait plus les entendre sans des conduits comme lui. L'intérêt de l'Alliance spiritualiste de Londres pour Robert Clark était inévitable, bien que le docteur Harwick se soit battu avec acharnement pour empêcher leur implication, comprenant instinctivement que ce qui affligeait le garçon existait bien au-delà du domaine des séances de salon et des tables tournantes. Madame Helena Crofton, la médium la plus célèbre de l'Alliance et confidente de plusieurs membres du Parlement, arriva à l'hôpital de Westminster le 14 novembre avec un entourage de collègues spiritualistes, ayant obtenu l'autorisation par des voix que le docteur Harwick soupçonnait de remonter inconfortablement haut dans les cercles gouvernementaux. La séance commença à minuit précis dans l'amphithéâtre chirurgical rarement utilisé de l'hôpital, Madame Crofton insistant pour entourer Robert des accessoires traditionnels de son métier. Des cristaux d'Inde, des bougies de couleurs spécifiques disposées selon des motifs
qu'elle prétendait lui avoir été révélée par son guide spirituel, et surtout un miroir orné qui aurait appartenu à John Dee, le tristement célèbre conseiller et occultiste d'Elizabeth Purr. Au moment où Madame Crofton commença son invocation, prononçant les noms de ses esprits familiers et faisant appel aux forces bienveillantes de l'autre côté, la réaction de Robert fut immédiate et violente, d'une manière à laquelle aucun de ces épisodes précédents ne les avait préparés. Son corps s'éleva de 45 centimètres au-dessus de la table d'examen, chaque muscle rigide, sa bouche s'ouvrant pour libérer un son que les témoins décriraient plus tard comme ressemblant à des centaines de voix criant à l'envers. La température chuta si rapidement que du givre se forma sur les luminaires des lampes à gaz, et les bougies soigneusement disposées ne s'éteignirent pas simplement, mais explosèrent, projetant de la cire chaude sur les murs en motifs qui semblaient troublantement délibérés. Madame Crofton, qui avait gardé son sang-froid pendant 30 ans de séance, recula en titubant, alors que la tête de Robert se tournait vers elle, selon un angle qui aurait dû lui briser le cou, ses yeux reflétant quelque chose qui n'était pas dans la pièce. Les mots qui sortirent de la bouche du garçon étaient en anglais cette fois, mais prononcés avec un accent qui précédait de plusieurs siècles la prononciation moderne. « Femme ignorante, vous ne savez pas quelle porte vous tentez d'ouvrir. L'endroit gris entre deux n'est pas votre royaume spirituel de mort paisible et de doux messages. Des choses qui n'ont jamais été humaines y attendent, des choses qui étaient vieilles quand votre espèce a appris à parler pour la première fois, et elles ont faim de passage comme cet enfant. » Le miroir qui avait appartenu à John Dee se fissura d'un coin à l'autre avec un bruit de bris d'os, et dans sa surface fracturée, chaque témoin présent jurerait plus tard avoir vu des visages qui n'étaient le reflet de personne dans la pièce, pressés contre le verre de l'intérieur comme pour essayer de le traverser. C'est alors que le premier événement de disparition se produisit, observé par 11 personnes, dont l'inspecteur Crenshaw, qui était resté pour observer la séance. Le corps de Robert devint translucide pendant exactement 17 secondes, s'estompant jusqu'à ce que la table sous lui soit clairement visible à travers sa chemise de nuit, avant de se solidifier à nouveau avec une violence si soudaine que les fenêtres de l'amphithéâtre chirurgical volèrent en éclats vers l'extérieur malgré l'absence de toute force explosive. Lorsque le corps du garçon redevint entièrement solide, on trouva Madame Crofton inconsciente, saignant des oreilles. Elle ne pratiquerait plus jamais la médiumnité, passant le reste de ses années dans un sanatorium privé, dessinant à plusieurs reprises le même symbole qui était apparu sur la peau de Robert, marmonnant à propos des « choses qui nagent dans les espaces gris entre les mondes ». Le 20 novembre 1893, les manifestations physiques entourant Robert Clark avaient dépassé tout ce que la formation médicale du Dr Harwick pouvait rationaliser, et ces entrées de journal de cette période révèlent un homme voyant sa compréhension de la loi naturelle se désintégrer à chaque heure qui passait. Les anomalies de température étaient devenues si graves que de la glace se formait sur les fenêtres de la chambre de Robert, alors même que le reste de l'hôpital restait anormalement chaud pour un mois de novembre, et le souffle devenait visible pour quiconque entrait, se cristallisant dans l'air en motifs qui persistaient bien plus longtemps que la physique n'aurait dû le permettre. Harwick documenta que les thermomètres placés à moins de 2 mètres du garçon chutaient à des températures qui n'auraient pas dû être possibles sans tuer toute chose vivante à proximité. Pourtant, Robert lui-même restait brûlant de fièvre, sa peau assez chaude pour cloquer les mains des infirmières qui tentaient de le refroidir avec des linges humides. Les objets dans la pièce avaient commencé à bouger sans qu'aucune force visible n'agisse sur eux, non pas violemment mais avec une intention délibérée, les instruments médicaux s'arrangeant en symboles que le professeur Blackwood identifia comme des signes de protection pré-chrétiens. Tandis que les meubles plus lourds glissaient sur le sol pour bloquer la porte chaque fois que certains visiteurs approchaient,
comme si quelque chose choisissait qui pouvait entrer en présence du garçon. L'écriture commença à apparaître le 22 novembre, d'abord remarquée par l'infirmière Catherine Hollowell lors de sa ronde de nuit, lorsqu'elle découvrit du texte couvrant les murs de la chambre de Robert, dans des langues qui se modifiaient et changeaient sous ses yeux, des mots en latin devenant du grec, devenant quelque chose de plus ancien, tous décrivant le même concept terrifiant sous différentes perspectives culturelles. Les espaces entre les mondes, où des choses qui ne devraient pas exister, se rassemblaient et attendaient. Le journal du Dr Harwick, du 23 novembre, contient des entrées de plus en plus frénétiques. Son écriture habituellement précise se détériorant en gribouillis à peine lisibles. Le garçon a flotté à 1 mètre au-dessus de son lit pendant toute la durée de mon examen. Lorsque j'ai tenté de le faire descendre, mes mains l'ont traversé comme s'il était de la brume. Pourtant, il restait solide à la vue. Les murs saignent des mots maintenant, pas de l'encre mais quelque chose qui sent le cuivre et le papier brûlé. J'ai trouvé du texte apparaissant sur ma propre peau après avoir quitté sa chambre, des messages dans des langues que je ne reconnais pas, mais que je comprends d'une manière ou d'une autre, tous avertissant que la frontière cède, que Robert devient moins un conduit et plus une porte. L'entrée la plus troublante, datée du 24 novembre, décrit comment l'ombre de Robert avait commencé à bouger indépendamment de son corps, s'étirant sur les murs et le plafond dans des directions impossibles, et à l'intérieur de cette ombre, d'autres ombres bougeaient, humanoïdes mais difformes, avec trop d'articulation ou pas assez, tendant la main vers quiconque s'approchait. 3 aides-soignants démissionnèrent après avoir vu le corps de Robert se séparer brièvement en plusieurs versions translucides de lui-même, chacune prononçant des messages différents simultanément, créant une cacophonie qui provoqua des maux de tête sévères immédiats et, dans un cas, une cécité temporaire qui dura 6 jours. La dernière entrée cohérente de Harwick cette semaine-là déclarait simplement « Nous ne traitons plus un enfant malade. Nous assistons à quelque chose qui tente de porter la forme d'un enfant tout en déchirant des trous dans le tissu de tout ce que nous comprenons comme étant réel. » Durant sa dernière semaine de novembre, les moments de cohérence de Robert Clark révélèrent une vérité plus terrifiante que quiconque, à l'hôpital de Westminster, n'avait pu l'imaginer. Les humains décédés dans l'endroit gris entre deux n'étaient pas seuls, n'avaient jamais été seuls, et étaient en fait les choses les moins dangereuses qui habitaient cet espace liminal. À travers des larmes qui laissaient des traces sanglantes sur ses joues de plus en plus émaciées, le garçon décrivit des entités qui n'avaient jamais possédé de forme physique dans notre réalité, des êtres de pure pensée et de faim qui existaient depuis avant que la terre ne se refroidisse, attendant dans les espaces, entre les espaces, des occasions de toucher le monde matériel. Il parla de choses qu'il appelait les creux, des créatures qui apparaissaient comme des inversions de la forme humaine, leur présence ressentie comme des absences plutôt que comme une substance, qui se nourrissait des dernières pensées des mourants et devenait plus forte à chaque message qu'elle le forçait à porter. Ces entités, murmura Robert, l'avaient remarqué en train de les remarquer, et elles avaient commencé à utiliser sa connexion pour pousser contre les limites de leur prison, testant la force des murs de la réalité avec une force croissante. Il y avait des choses plus anciennes aussi, affirmait-il, des êtres qui communiquaient non pas par le langage, mais par des concepts qui se gravaient directement dans la conscience, partageant une connaissance que les esprits humains n'étaient jamais destinés à contenir, des informations sur la vraie nature de la mort et ce qui se trouvait au-delà, qui faisaient hurler Robert jusqu'à ce que sa gorge saigne. Le bilan physique sur le corps du garçon était devenu catastrophique malgré toutes les interventions médicales que le docteur Harwick pouvait tenter. Le poids de Robert était tombé à peine 25 kg,
alors même que son estomac se distendait comme si quelque chose grandissait à l'intérieur, pressant contre ses côtes, maintenant clairement visibles, à travers une peau translucide. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs et avaient commencé à tomber par touffes qui se désintégraient avant de toucher le sol. Et ses yeux avaient développé une qualité réfléchissante semblable à celle des animaux nocturnes, montrant à leur surface des choses qui n'étaient pas présentes dans la pièce. La détérioration s'accéléra chaque fois que Robert décrivait la plus ancienne des entités, quelque chose qu'il appelait le premier messager, qui avait existé avant le langage humain, avant même que la pensée n'ait pris sa forme actuelle, et qui enseignait aux autres choses, dans l'endroit gris, comment utiliser la connexion de Robert plus efficacement. Le 28 novembre, aucun membre du personnel n'entrait seul dans la chambre de Robert, après que l'infirmière Elizabeth Hartley soit sortie d'une visite de contrôle en solo, incapable de parler pendant 3 jours. Ses cheveux étant devenus partiellement blancs et sa main gauche portant des marques identiques à celles qui apparaissaient sur la peau de Robert. Les notes du docteur Harwick décrivent avoir trouvé plusieurs membres du personnel debout devant la porte de Robert la nuit, attirés là sans décision consciente, écoutant des conversations se déroulant dans des langues antérieures à la parole humaine, et plusieurs rapportèrent avoir vu des silhouettes dans leur vision périphérique qui disparaissaient lorsqu'on les regardait directement, mais laissaient derrière elles des odeurs d'ozone et de décomposition. Le garçon lui-même avait commencé à apparaître et disparaître de la vue avec une fréquence croissante, et pendant ces disparitions, d'autres choses devenaient brièvement visibles à sa place. Des ombres qui se déplaçaient contre les sources de lumière, des suggestions de formes que l'œil humain ne pouvait pas tout à fait traiter, laissant les observateurs avec de sévères migraines et la certitude absolue que quelque chose de vaste et d'hostile les avait remarqués en retour. Décembre 1893 apporta un changement dans les messages de Robert Clark, qui transforma la peur du personnel médical en une terreur quasi existentielle, alors que le garçon se mit à délivrer des avertissements, non pas des morts récents, mais de ceux qui prétendaient être morts dans des événements qui n'avaient pas encore eu lieu. Le 3 décembre, parlant d'une voix qui s'harmonisait avec elle-même de manière impossible, Robert fournit des comptes rendus détaillés d'un grand incendie qui consumerait un théâtre de Chicago le 30 décembre, décrivant le schéma spécifique des victimes d'inhalation de fumée et le nombre exact d'âmes qui rejoindraient l'endroit gris entre deux, une information qui se révélerait terriblement exacte lorsque la catastrophe du théâtre iroquois coûta la vie à plus de 600 personnes, exactement comme il l'avait décrit. Il parla de guerre qui engloutirait l'Europe 2 fois au cours du siècle à venir, d'armes qui exploiteraient la puissance des soleils, de pestes qui balayeraient les continents, fournissant toujours des dates, des lieux et des bilans de morts spécifiques que le docteur Harwick enregistra fidèlement, malgré sa certitude croissante qu'une telle connaissance ne devrait pas exister. Le garçon avertit de la mort prochaine de certaines personnes, et sans exception, ses prédictions se matérialisèrent avec une précision terrible. Le docker qui tomberait dans la Tamise le 7 décembre, la femme de la haute société qui s'étoufferait lors d'un dîner le 11 décembre, les 3 enfants qui succomberaient à la scarlatine le 15 décembre, tous exactement comme Robert l'avait décrit, jusqu'à leur dernier mot. Mais ce furent les tentatives désespérées de Robert pour fermer la porte, qui révélèrent la véritable horreur de sa situation, alors qu'il commençait à lutter activement contre les entités qui l'utilisaient comme conduit, son petit corps convulsant d'effort, tandis qu'il essayait de couper la connexion avec l'endroit gris entre deux. Pendant ces luttes, les témoins observèrent des phénomènes impossibles. La forme de Robert se divisait en plusieurs versions de lui-même, certaines solides, d'autres translucides, toutes criant dans des langues différentes alors qu'elles se battaient contre des forces invisibles qui laissaient des marques bien réelles sur sa chair.
il supplia le docteur Harwick de le tuer, insistant sur le fait que c'était le seul moyen d'empêcher quelque chose de catastrophique de traverser, quelque chose que tous les morts dans l'endroit gris fuyaient, une entité si antithétique à l'existence humaine que sa simple présence dans notre réalité altérerait fondamentalement la nature même de la mort. La documentation médicale de cette période montrerait plus tard des altérations troublantes que personne ne pouvait expliquer, des pages écrites de la main de Harwick qu'il jurait n'avoir jamais rédigées, décrivant des procédures qui violaient tous les principes de l'éthique médicale, des photographies qui se développaient en montrant des pièces remplies d'équipements chirurgicaux qui n'avaient jamais existé à l'hôpital de Westminster, et plus troublant encore, des dossiers de patients pour des individus qui ne naîtraient pas avant 50 ans. Le 18 décembre, chaque document écrit concernant Robert Clark, en possession de l'hôpital, changea spontanément, l'encre se réarrangeant pour former des avertissements dans des dizaines de langues, tous transmettant le même message. Le premier messager arrive. La porte ne peut se fermer, le temps se brise, la réalité se plie, l'endroit gris s'infiltre, il est la fissure par laquelle l'impossible rampe. Le docteur Harwick découvrirait plus tard que des changements identiques s'étaient produits sur chaque copie qu'il avait faite, y compris celles enfermées dans son coffre-fort privé à la maison, suggérant que quelque chose modifiait rétroactivement la documentation à plusieurs endroits simultanément, réécrivant l'histoire au moment même où elle se déroulait. À 23h47, la veille de Noël, en 1893, ce qui se produisit dans l'aile et de l'hôpital de Westminster entraîna l'évacuation immédiate de plus de 200 patients et membres du personnel. Bien que les registres officiels de l'incident fussent classés en vertu de la loi sur les secrets officiels avant l'aube du jour de Noël, restant scellés pour une période de 100 ans. L'événement commença lorsque toutes les cloches de l'hôpital se mirent à sonner simultanément, bien que la plupart fussent déconnectées de leurs cordons, créant une cacophonie que les témoins décrivirent comme ne suivant aucun rythme terrestre, mais correspondant plutôt à la cadence de la respiration laborieuse de Robert Clark. Le docteur Harwick, qui était resté de service malgré les fêtes, documenta que la température corporelle du garçon chuta soudainement à des niveaux incompatibles avec la vie, tandis que les murs de sa chambre se mirent à saigner une substance qui se révéla être du liquide céphalo-rachidien humain mélangé à des éléments que le chimiste de l'hôpital ne put identifier, des éléments qui faisaient bouger le liquide contre la gravité, rampant sur les murs pour former des mots dans des écritures qu'il était douloureux de percevoir directement. 43 témoins, dont 2 membres du Parlement venus observer le phénomène, virent la forme physique de Robert commencer à s'étirer et à se déformer, ses membres s'allongeant à des longueurs impossibles, tandis que son torse restait immobile, créant un réseau de chair en toile d'araignée qui remplit toute la pièce, tandis que son visage se multipliait sur chaque surface, chaque bouche prononçant des messages différents simultanément avec les voix de personnes décédées à l'hôpital tout au long de son histoire. La transformation atteignit son apogée à minuit précis, lorsque Robert Clark cessa de ressembler à quoi que ce soit d'humain, devenant plutôt ce que les témoins ne purent décrire que comme une absence en forme d'enfant, un vide qui aspirait la lumière et le son, tout en projetant simultanément des images de l'endroit gris entre deux directement dans l'esprit de toutes les personnes présentes, leur montrant de vastes étendues de non-espace peuplées de millions d'âmes mortes, fuyant quelque chose qui approchait d'un lieu encore plus profond. Quelque chose qui utilisait la connexion de Robert comme une balise pour naviguer vers notre réalité. Le témoignage de l'infirmière Catherine Hollowell, enregistré avant son transfert soudain dans un sanatorium écossais, décrivait avoir vu à travers l'état transformé de Robert d'autres versions de l'hôpital qui existaient dans des temps parallèles, certaines en ruines et anciennes, d'autres pas encore construites,
toutes occupant simultanément le même espace, avec des versions de Robert dans chacune, toutes criant en parfaite synchronisation. L'évacuation fut ordonnée lorsque la transformation commença à se propager au-delà de la chambre de Robert, d'autres patients se mettant à parler avec les mêmes voix superposées, leurs yeux reflétant la même absence, semblable au vide, et l'architecture même du bâtiment se mit à changer. Les murs devenant perméables, les sols s'ouvrant sur des espaces qui ne devraient pas exister, et quelque part dans la cacophonie, le son de quelque chose de vaste et d'impossible, essayant de se frayer un chemin depuis l'autre côté. L'incident prit fin aussi soudainement qu'il avait commencé à minuit 33, lorsque la forme de Robert revint à celle d'un petit garçon mourant, mais toutes les horloges de l'hôpital s'étaient arrêtées à minuit, et malgré de multiples tentatives pour les redémarrer, elles ne fonctionneraient plus jamais, marquant à jamais le moment où quelque chose de fondamental dans le bâtiment avait changé, le laissant toucher par ce qui avait essayé de traverser pendant ces 33 minutes du matin de Noël. Le 26 décembre 1893, vers 3 heures du matin, Robert Clark disparut d'une chambre fermée à clé dans des circonstances qui défiaient toutes les lois naturelles, sous les yeux de 2 gardes postés devant sa porte qui rapportèrent avoir entendu ce qui ressemblait à des milliers de voix murmurant à l'unisson avant un silence soudain et absolu. Lorsque le docteur Harwick ouvrit la porte 17 minutes plus tard, il trouva la chambre vide, à l'exception d'une silhouette parfaite du corps du garçon brûlé dans le matelas et de chaque surface recouverte d'une fine couche de poussière grise qui, une fois analysée, se révéla être composée de minéraux introuvables sur Terre, ainsi que de traces d'os humains provenant d'au moins 40 individus différents, dont aucun ne correspondait à la signature biologique de Robert. Les fenêtres restaient verrouillées de l'intérieur. Les murs ne montraient aucune brèche, et la seule preuve de la présence du garçon était un message final, écrit avec ce qui semblait être son propre sang au plafond. La porte reste ouverte, d'autres suivront. Le premier messager a marqué le chemin. 3 semaines plus tard, le docteur Edmund Harwick fut retrouvé mort dans son bureau, son corps découvert dans une position suggérant qu'il écrivait à son bureau, bien que sa plume ait brûlé à travers le papier, à travers le bureau et dans le sol en dessous, créant un trou qui descendait de 5 mètres, bien que son bureau se trouvât au 3e étage, au-dessus de fondations solides. L'enquête officielle conclut que Harwick avait subi un arrêt cardiaque soudain, mais ses papiers privés, découverts cachés dans une boîte doublée de plomb sous les fondations de sa maison, racontaient une autre histoire, décrivant des voix l'appelant depuis l'endroit gris entre deux, lui promettant des réponses s'il acceptait de servir de prochain conduit. Sa dernière entrée, datée de la nuit de sa mort, consistait en une seule ligne répétée des centaines de fois d'une écriture de plus en plus erratique. Robert Clark n'était que le commencement. La destruction de la documentation complète de l'affaire fut ordonnée par décret de la couronne, mais des copies survécurent dans des collections privées, cachées dans des domaines à travers l'Angleterre, chaque propriétaire rapportant des phénomènes étranges, des pages qui se mettaient à jour avec de nouvelles informations, des photographies qui montraient des scènes différentes selon le moment où elles étaient regardées, et des enregistrements sur des cylindres de cire qui capturaient des voix parlant d'événements qui ne se produiraient pas avant des décennies. Ces dernières années, des chercheurs ont découvert des cas similaires à travers l'Europe et l'Amérique, suivant tous le même schéma. Des enfants développant des capacités linguistiques impossibles, servant de conduit pour des messages des morts, la réalité physique commençant à s'effondrer autour d'eux, puis disparaissant sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que des questions et la certitude terrifiante que ce à quoi ils se sont connectés reste connecté. L'aile de l'hôpital de Westminster fut fermée de façon permanente
en 1894 et finalement démoli en 1921. Mais les ouvriers du bâtiment rapportèrent avoir trouvé de la poussière grise dans les murs qui leur faisaient mal aux dents et leur donnaient des cauchemars de couloirs sans fin remplis de chuchotements. Le site reste vide à ce jour, les habitants rapportant que certaines nuits, en particulier le 24 décembre, la silhouette de l'ancien hôpital devient visible, et dans les fenêtres de ce qui était autrefois la chambre de Robert Clark, des ombres se déplacent selon des motifs qui suggèrent que quelque chose essaie toujours de se frayer un chemin depuis l'autre côté. Ce qui est arrivé à Robert Clark ne représente pas un incident isolé, mais un phénomène récurrent qui continue de se manifester, suggérant que la porte dont il parlait ne s'est jamais vraiment refermée, et que quelque part dans les espaces entre notre réalité et ce qui se trouve au-delà, quelque chose cherche encore le prochain conduit pour achever ce qui a commencé dans cet hôpital de Londres en 1893.